#TDAH. Ce trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité est défini par des symptômes d'inattention associés ou non à des symptômes d'hyperactivité motrice et d'impulsivité. #TDH, le podcast des dispersés hyperactifs qui parlent de leur singularité. #TDH. Classé dans les troubles du neurodéveloppement, ce handicap est souvent caricaturé comme un manque de volonté, une simple hyperactivité, une petite difficulté d'attention. Cette différence invisible est beaucoup plus nuancée. Elle a des conséquences tant dans la sphère professionnelle que la sphère personnelle. Diagnostiqué sur le tard, on parle souvent d'une claque. Celle de mettre en mots un décalage de parfois plusieurs décennies. Puis vient le temps de l'observation et de la prise de conscience. Des outils sont mis en place pour tenter d'apprivoiser, voire de dompter la structure de son fonctionnement. Et puis il y a le quotidien puissant, intense, émotif, sensible. Ça déborde de vie, ça passe du rire aux larmes. Et c'est aussi des situations burlesques. L'autodérision est ici un chemin pour s'accepter et transformer cette singularité en force. C'est ce que j'ai à cœur de vous proposer avec mes invités. Belle écoute. Bienvenue à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Aujourd'hui, j'accueille Anne-Sophie pour nous parler de son TDAH. Et Anne-Sophie, tu as été diagnostiquée donc à 31 ans, donc il y a 3 ans. Donc tu as quand même un petit peu de recul sur le post-diagnostic. Et la première question que j'avais envie de te poser, c'est finalement comment t'en es arrivée à te dire « je vais me faire diagnostiquer ». Alors moi, c'est pas du tout venu de moi. C'est mon petit ami à l'époque qui m'a envoyé un post Instagram sur le TDA. Il m'a envoyé ça, il m'a dit « ça me fait vraiment penser à toi, va regarder ». Et effectivement, j'ai regardé le post, je me suis rendu compte que ça me parlait. Voilà, j'ai commencé à faire des recherches et à m'apercevoir qu'effectivement, ça me correspondait très fort. Et à force que je m'en apercevais, j'ai commencé à avoir de l'espoir. Me dire « mon Dieu, mais ça se trouve, oui, j'ai un TDA, tout va bien, entre guillemets ». Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait mes recherches, etc. J'ai contacté une association, ils ont été charmants d'ailleurs, c'est Super Hyper TDA de France, qui m'ont orienté, qui m'ont expliqué comment faire, ils m'ont dit que je pouvais soit aller à l'hôpital, ce serait gratuit, mais ça mettrait longtemps, soit aller directement dans une clinique, ce serait payant, mais ce serait plus rapide. Moi, j'ai pas de patience, j'avais l'argent à l'époque, je suis allée à la clinique. Ils ont été très bien aussi, et par contre, je me rappelle que vraiment, en attendant le résultat, j'avais très peur. J'espérais vraiment, c'est bizarre, mais moi vraiment, j'espérais avoir un TDA. Parce que si j'avais un TDAH, ça voulait dire que ce n'était pas moi qui étais feignante, c'est pas moi qui faisais pas d'efforts, c'est que juste j'ai un handicap de base, et que tout va bien. Mais que c'est mon cerveau qui est comme ça. Donc j'ai vécu dans la peur jusqu'à ce que j'ai mon diagnostic. Mais une fois que je l'ai eu, j'étais la plus heureuse du monde. Quand ton compagnon de l'époque te dit te partage ce post, dans quoi tu te reconnais avant ton diagnostic? Qu'est-ce qui t'a fait tiquer en fait? Je ne me rappelle plus ce qu'il disait exactement, mais je pense que c'était des choses comme oublier fréquemment des choses, perdre ses objets, le fait d'avoir des conversations beaucoup trop intimes avec des gens que je connais à peine. Ouais. Vraiment ces petits trucs de sociétalement où on n'a pas l'habitude et on se dit c'est bizarre en fait. Ok, l'intensité tout de suite maintenant dans la relation, c'est ça? Exactement. Et donc tu disais que le diagnostic a été un soulagement pour toi, parce que ça a pu mettre en mots. Exactement, j'ai su que je savais d'où ça venait. Ça m'a... Enfin, parce que vraiment, comme je perds vraiment toutes mes affaires, on peut me confier des choses très personnelles que j'oublie, je reconnais difficilement les visages des gens. Vraiment tout ça, je l'imputais à moi, à quelque chose qui allait pas en moi, mais qui était de ma faute. Alors que de savoir que c'est juste une question de cerveau, que c'est un handicap, mais que voilà, c'est pas grave presque, parce que juste mon cerveau fonctionne comme ça m'a changé énormément de choses. Ouais, ça t'a permis d'accepter et peut-être de prendre à bras le corps le trouble dans son ensemble et te dire ok, bon bah perdre les objets c'est un câblage, donc qu'est-ce que je peux faire pour le limiter, c'est ça? Exactement. À partir du moment où j'ai su ce que j'avais, ça m'a permis justement de prendre beaucoup de recul et de me dire j'ai des solutions, je peux en parler, je peux parler avec d'autres gens. Du coup, j'ai rencontré beaucoup de personnes sans les chercher qui ont un TDAH aussi
et ça me permet de me retrouver en eux et de savoir je suis pas seule, et ça change beaucoup de choses. Ouais, le fait de pouvoir entendre la réalité de quelqu'un qui pense comme toi, je trouve que c'est hyper réparateur et rassurant, en fait. Oui, tout à fait, on se sent connecté. C'est pas juste tu es chelou, c'est non, je te comprends. Tu es chelou et je te comprends. Exactement. Et depuis 3 ans, tu as eu un suivi thérapeutique, j'imagine. Quels outils tu as pu mettre en place on va les prendre quelques-uns dans l'ordre, mais par exemple, sur est-ce que tu es hyperactive? Alors, moi, je considère que non, mais simplement parce que je me régule. C'est-à-dire que quand je suis obligée de ne pas bouger, je ne bouge pas. Et pour moi, du coup, je suis pas une vraie hyperactive, parce qu'un vrai hyperactif, il n'a pas le choix. Alors que moi, je peux partir en hyperactivité mentale si je peux pas bouger physiquement. Et comment tu fais pour réguler ton hyperactivité mentale, donc des pensées incessantes tout le temps, partout? Je chante. Je Tu chante tout chantes? le temps. Ah Je ouais, chante énormément. tu chantes à voix haute pour canaliser ça, c'est ça? Exactement, je m'en rends même pas compte, mais j'ai remarqué que quand une pensée vient trop souvent, je dis j'en ai assez, et du coup mon cerveau passe en chanson. Ok. Donc il vient me balancer 20 000 fois la même phrase, mais en chanson. Du coup ça passe pour moi. Ok, d'accord. Je viens de prendre conscience d'un truc, Anne-Sophie, c'est que mon compagnon me fait souvent part que je chante à voix haute et que je m'en rends pas compte. Et donc, il y a peut-être une piste là-dessus. Ça doit probablement me canaliser. Moi, ça me permet de me recentrer, de chanter. Mais je me rends pas forcément compte que je le fais. Bah, j'ai lu il y a pas longtemps qu'apparemment effectivement le fait de chanter, chantonner, apparemment met une distance entre nos pensées et nous. Quelque chose d'assez inconscient qui se programme pour nous. Pour nous reposer, quoi. Oui. Ok, bon, je l'apprends en direct, chers téléspectateurs, que probablement c'est pour ça que je chantonne. Et alors, est-ce que tu chantonnes tout le répertoire? Question hors sujet, mais qui est importante là, vraiment. Est-ce que tu as un style musical particulier, toujours la même chanson, ou tu peux passer de Dépêche Mode à Vitalik et au Roi Lion? Voilà, moi c'est ça, je peux faire Le Roi Lion, je peux faire Val, je peux faire les chansons de ma mère que j'adore, Dalida. Ok, Tant que j'aime, je la chante. ok, éclectique en fait. Oui, totalement. D'accord, parfait. Super, bah tes colocs doivent adorer. Oui. Oui. Est-ce que sur le trouble de l'attention, déjà, est-ce que tu t'étais rendu compte que tu avais un trouble de l'attention? Ça, c'est ma première question. Non, vraiment, en fait, je voyais bien qu'il y avait un souci, mais j'étais vraiment persuadée que c'était moi. Je me disais pas que c'était médical. Je m'étais dit pendant longtemps, le fait de tout oublier, je me disais que c'était peut-être quelque chose que j'avais développé petite, Mhm. parce que j'aimais pas l'école, que c'était dur, et je me disais peut-être que tu oublies tout, parce que petite, c'était ton moyen de te protéger, et qu'en grandissant, tu n'as pas réussi à dépasser ça. Ok. Et du coup, j'étais loin de penser qu'il y avait une vraie raison derrière. Et comment tu travailles dessus? Comment tu le limites aujourd'hui, ton trouble de l'attention? Alors, moi, j'ai beaucoup de fidget toys. C'est J'adore quoi ça. ça? Oh là là, c'est quoi ça? Mot C'est inconnu au génial. bataillon. Alors Mot ça, j'avoue, inconnu. les fidget toys, c'est des... On donne souvent ça aux petits ou aux gens qui sont stressés. En fait, c'est des petits jouets qui sont faits vraiment juste pour qu'on puisse... Par exemple, les spins machin. Tu sais, les trucs qu'on mettait sur le doigt et tu tournes. Ouais. Ouais, je vois Ça, c'est tout à un fait. fidget toy. C'est le fait d'utiliser le corps. Le corps est en action. Par exemple, ça peut être un cube avec plein de petites molettes, de trucs qui tournent, de boutons. Tout ce qui, en fait, va permettre au corps de bouger, entre guillemets. Donc vraiment, tu fais cliqueter, tu mords, tout ce que tu veux. C'est ça, les fidget toys. Et Ok. apparemment, le fidgeting, c'est ça. C'est le fait d'utiliser enfin, de faire bouger ton corps, de le faire jouer, même si c'est juste cliquer en boucle pendant 2 heures sur un bouton, ton corps fait quelque chose. Et du coup, D'accord. euh, ça permet de mieux réfléchir. En tout cas, moi, ça marche. Ça marche aussi pour les autistes, apparemment. Et pour ceux qui essayent d'arrêter de fumer. Et c'est vraiment ça, D'accord. c'est utiliser le corps pour que la pensée se calme. Donc moi, en soirée ou n'importe quoi, c'est très pratique. Parce que j'évite des émotions qui viennent et qui me troublent, on va dire. Alors que quand j'ai quelque chose à cliquer, à tripoter, à déchirer. Et justement, sur l'émotionnel, j'imagine que tu as une certaine forme d'hypersensibilité sensorielle et du coup émotionnelle. Comment tu fais pour accepter, j'allais dire, ouais, accepter ça, accueillir?
Alors avant, je crois que je ne l'acceptais pas du tout, c'est-à-dire que j'avais beaucoup d'émotions, mais comme pour moi c'était presque tabou, je les regardais avec beaucoup de distance. Et pour moi, tout était entre guillemets normal. Si j'avais mal, c'était normal. Si j'avais de la peine, c'était normal. Mais ce qui n'était pas normal, c'était d'accepter de ressentir ça. C'était plus style. Par exemple, mon père est mort. J'ai mis beaucoup de temps à accepter le fait que oui, j'avais de la peine qu'il soit mort. Pour moi, j'intellectualisais énormément. Pour moi, c'était A plus B égale C. Donc voilà, j'acceptais pas vraiment mes émotions. J'acceptais l'idée, mais j'acceptais pas de les ressentir. Et comment tu as travaillé là-dessus? Comment tu as évolué là-dessus? Est-ce que le diagnostic t'a permis d'avancer là-dessus? Je pense que le diagnostic m'a aidé parce que justement, il m'a permis de me pencher sur d'autres choses, donc me dire bah oui, tu es hypersensible, tu es ceci, tu es cela, et maintenant je prends plus le temps de me dire ok, tu as une émotion, respire, vois où est-ce qu'elle se place. Moi en général, c'est au niveau du ventre, et juste d'accepter qu'elle est là, parce qu'avant c'était vraiment genre en mode non, t'as pas mal, arrête ça, t'as pas mal. Là, c'est ok, j'ai mal. D'accord, j'ai Hmm. mal. Et puis voilà, ça paraît bête, mais j'accepte d'oraliser que oui, je souffre, oui, je suis triste, oui, je n'aime pas ça, ou oui, j'adore ça. Et juste ça, d'accepter de me le dire que oui, je ressens ça, personnellement, ça m'aide et pour moi, ça a été un très grand pas que je continue à travailler, parce que je continue souvent à beaucoup intellectualiser les choses. Mais voilà, maintenant, vraiment, j'accepte de me dire que j'ai le droit de ressentir des choses, je suis humaine, c'est normal. Ce à quoi je me relie quand je t'écoute, c'est que au final, moi, quand j'étais plus petite, j'appelais mes émotions des bombes à retardement. Je pense que, tu vois, quand j'avais un stimuli quel qu'il soit, l'émotion était là, mais elle mettait du temps avant de ressortir, quoi. Tellement c'est intense, tu vois, comme un espèce de volcan qui mettrait du temps avant de pulser, quoi. Et après, j'y allais pas parce que c'était tellement intense que j'avais pas envie d'aller voir que ce soit dans des nouvelles hyper positives ou négatives, hein, tu vois. Et est-ce que ça te parle, le fait que c'est tellement intense que finalement t'y vas pas? Oui, ça me parle très très bien. Et le problème, c'est qu'effectivement, bah, on met ça de côté, et puis un jour, longtemps après, ça revient. Et moi, je comprenais pas pourquoi. Ouais, c'est ça. Ouais, tu l'enfouis bien sous le tapis, et puis à un moment donné, pouah, ça explose de façon hyper intense. Mais Oui, et ok. sur des trucs où on s'y attend pas, genre par exemple sur Ouais. une chanson ou sur une parole de quelqu'un, et tu te dis mais j'avais pas dépassé ça. Non, je l'ai pas dépassé parce que je l'ai jamais accepté. Donc sur l'acceptation, ouais, pleinement de tes émotions. Sur l'impulsivité, est-ce que tu te dirais impulsive? Oui, en fait ça peut toucher un peu tout. C'est-à-dire que pendant X temps, par exemple, j'ai envie, je sais pas, on va dire d'une paire de baskets. J'arrive à me contrôler pendant X temps, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'argent. Mais du coup, tout d'un coup, je vais passer devant n'importe quoi, un chocolat ou n'importe quelle bêtise, alors que justement j'essaie d'économiser. Bah, je vais acheter ce chocolat alors que j'en ai pas besoin et que quitte à dépenser, autant le faire là-dessus. Et aussi, je peux aller voir des gens. Si j'ai le feeling, je suis capable de dire bonjour, tu veux bien qu'on soit amis. Et avec le recul, je me dis mais t'es malade d'avoir dit un truc pareil. Mais en général, ça passe. Dans cette impulsivité-là, on en a parlé dans plusieurs autres épisodes, mais il y a aussi ce besoin. Bon, il y a la récompense. Là, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est le circuit de la récompense où ça se manifeste par un achat, quel qu'il soit. Le chocolat, c'est le chemin le plus court pour avoir ta récompense. C'est ça? Ça te parle? Oui, totalement. Ouais, ok. Moi, j'ai pas encore observé le circuit de la récompense, hein. C'est encore une nébuleuse de comment je fonctionne avec ça, mais il est fort probable que c'est tout de suite maintenant, hein. Vraiment tout de suite maintenant et surtout. Donc, bon. Mais en tout cas, c'est ce que j'entends dans ce que tu dis. Et donc, avec l'argent, tu peux avoir comment dire, des comportements impulsifs qui peuvent te mettre en danger ou créer de la tension dans ton couple, j'imagine. Exactement. Encore, mes couples, ça va. Et mes copains ont l'intelligence de savoir que mon argent, c'est mon argent, ça ne les concerne pas. Ouais, D'autant que je suis d'accord. quand même généreuse, donc le jour où l'un d'eux s'amuserait à me faire un commentaire, il serait reçu. Ok. Mais c'est vrai qu'avec moi-même, j'essaye vraiment enfin, pour mon avenir, pour beaucoup de choses, j'essaie d'économiser. Et j'y arrive beaucoup mieux qu'avant. Avant, vraiment, D'accord. je voyais quelque chose, je l'achetais. Maintenant, j'arrive à me contrôler. Mais c'est vrai que je me rends compte qu'il faut que je me donne des récompenses. Sinon, je finis par craquer sur n'importe quoi. Ouais, Maintenant, ok. donc, j'arrive à acheter des choses utiles. Mais il y a utile sur le point, sur maintenant et utile, genre, ça te sera utile dans 3 mois. Donc, j'essaie de faire la différence.
Ok. Mais j'ai quand même beaucoup besoin d'avoir des récompenses, donc d'acheter quelque chose, parce qu'au bout d'un moment, je craque. En parlant d'intensité, tu évoquais tes relations passées et est-ce que tu te retrouves aussi dans le fait d'avoir besoin, comme tu proposes à des inconnus d'être tes amis aussi, en fait d'être dans une intensité tout de suite dans la relation? Oui, parce que, comment dire, j'aime les gens en général, mais j'ai remarqué très rapidement, ça m'ennuie. C'est pas les gens qui m'ennuient, c'est tout d'un coup, la conversation va m'ennuyer. Du coup, quand je rencontre quelqu'un avec qui je m'ennuie pas au bout de 15 minutes, ça m'intéresse. Et du coup, quand ça passe la demi-heure, la 1 heure, voire même on se voit dans un événement, mais on se parle plusieurs fois sans que j'ai envie de m'enfuir. Là, je me dis qu'il y a quelque chose, et du coup, j'ai besoin de sécuriser ce lien, entre guillemets, d'aller voir la personne et lui dire, viens, on devient amis. Et comme ça, je vois si la personne est d'accord et si elle est vraiment prête à s'ouvrir, super. Si elle n'est pas prête, je me sens gênée, je me sens triste, mais je peux passer à autre chose. Et tu veux dire que là, par exemple, au bout d'une demi-heure, alors je suis contente, moi j'ai passé le quart d'heure et t'es encore là pendant l'enregistrement, donc Parce que tu es très intéressante. donc ouf, le podcast ne sera pas, tu sais, coupé en plein milieu. Bon, bah ça m'ennuie, salut, ciao. Ça aurait été génial. Vous auriez eu un exemple, chers auditeurs, de l'impulsivité chez les TDAH. Qui m'interroge quand tu dis ça, c'est que finalement, en très peu de temps, tu offres qui tu es de façon très naturelle en disant bah moi j'ai besoin de sécuriser la relation, qu'on soit amis, parce que c'est complètement inhabituel de demander à quelqu'un au bout d'une demi-heure est-ce que tu veux être mon ami. Oui, ça, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui s'amuse à faire ça. Ok. Et ces relations-là où les gens finalement ont accepté d'être tes amis au bout d'une demi-heure, ce sont des relations qui ont duré. Oui, j'en ai une par exemple, bah, ça va faire 4 ans qu'on est amis. Mhm. Je pense d'ailleurs qu'elle a un TDA, je la travaille beaucoup là-dessus. Et oui, je l'ai pas fait énormément de fois, mais je dirais que ça marche à 80% des fois. Ok. 80%, il reste dans ma vie. Ok, donc t'as un feeling, t'as un ressenti, enfin tous les drapeaux sont ouverts et tu proposes d'emblée une profondeur dans la relation. Exactement. Parce que Ah, c'est chouette. c'est pas tant que les gens m'ennuient, c'est plutôt que comme j'écoute beaucoup, j'ai aussi besoin d'avoir un retour. Et j'ai du mal à m'imposer. Donc on va dire que je sens rapidement, enfin j'essaie de sentir rapidement est-ce que les problèmes de la personne vont finir par moi me Hmm. manger la vie, ou est-ce que cette personne sera capable de m'écouter ou pas. Et je navigue avec ça. Parce que sinon je sais que je donne trop, que je n'arriverai pas à dire stop, que la personne ne se rendra pas forcément compte qu'elle me bouffe la tête parce que je vais sourire jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que je suis très prudente. Et tu pourrais donner un tips à ceux qui nous écoutent sur comment finalement tu as l'air de sonder très très rapidement les gens. Comment tu fais pour sonder les gens? Alors moi j'avoue que c'est très instinctif, mais par exemple, je pose des questions, mais je remarque si la personne n'essaye pas de m'en poser, je commence déjà à me méfier. Ouais, Si tu tu es cherches, capable de me raconter toute ta vie, mais que tu me poses aucune question, la personne a plus besoin de quelqu'un qui l'écoute. tu cherches d'emblée l'équilibre dans la répartition de la parole. Exactement. Ok, Parce d'accord. que sinon ça va trop vite. Je suis capable de parler énormément, mais je suis capable de me taire pendant 2 heures pour écouter tout ce Ouais, que la personne a à me dire. Donc si c'est tout le temps comme ça, je préfère être prévenue dès le début. ok. Ouais, c'est un bon tips pour sentir d'emblée si c'est équilibré. Tu étais d'accord pour qu'on en parle? Tu as décidé de prendre de la Ritaline, enfin Oui. la molécule pour alors ça c'est la marque, la Ritaline, pas de confusion. La molécule m'échappe, mais tant pis. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que ça t'a apporté au quotidien? Alors, je me rappelle que la première fois que j'en ai pris, j'ai eu l'impression que mon cerveau était très calme. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir plusieurs onglets ouverts comme un navigateur et d'aller d'un onglet à l'autre sans savoir où j'allais, j'avais l'impression de savoir clairement là tu es sur l'onglet Mhm. cuisine, reste sur ton onglet cuisine. Et quand j'avais envie d'ouvrir un autre onglet, je me rappelais non, tu es sur la cuisine, finis ce que tu as à faire. Ok. Par contre, avec le temps, j'ai remarqué, je l'ai essayé dans différentes occasions et Mhm. j'ai remarqué que je ne peux pas le prendre tout le temps. Je connais des gens, j'ai entendu beaucoup de retours de gens qui vivent très bien tout le temps avec médicaments, ils ne peuvent pas faire autrement. Moi, c'est l'inverse. Il faut vraiment que je le prenne de temps en temps dans des situations précises. Parce que à la fois, ça me canalise, mais j'ai aussi le corps très très sensible. Du coup, j'ai l'impression d'être littéralement au niveau du corps, hein.
Au Ok. niveau du corps, j'ai l'impression d'être littéralement droguée. Donc j'ai mal au ventre, enfin des trucs comme ça, et je me dis, mais je suis en montée, mais non, pas du tout, je suis sous médicaments. Donc c'est très étrange. Mais en vrai, pour se concentrer, c'est vraiment pas mal. Le Ok. souci, par contre, c'est dans mon cas, c'est que quand les effets commencent à partir, j'ai remarqué que c'est comme si ça construisait des ponts dans mon cerveau. Et les ponts, quand le médicament finisse, ne se détruisent pas complètement. Mais comme ça m'a fatiguée, j'ai plus de mal à trouver mes mots. Alors qu'une demi-heure avant, sûrement grâce au médicament, j'arrivais à parler très bien. Tout d'un coup, je me retrouve à bégayer, à bugger, à être très frustrée parce que la demi-heure d'avant, j'arrivais à parler, j'avais mes mots, j'avais tout. Et là, je me retrouve comme à plus savoir parler. Et c'est dur, vraiment. J'ai un pont sous mes pieds qui est à moitié pété, mais qui est encore là. Hmm. Et moi, ça me perturbe. Mais je sais que c'est une Ok. question de dosage, c'est une question de beaucoup de choses. J'avais commencé à faire redoser, à changer, et honnêtement, j'ai eu la flemme d'aller plus loin. Ok, non, non, c'est entendable. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que on pourrait imaginer que la transition de l'effet, de la fin de l'effet, elle est douce. Et en l'occurrence, ce que tu décris, c'est que c'est pas le cas et que la sensibilité corporelle est accrue là où on pourrait penser que ça anesthésie un petit peu, tu vois, puisque ça calme. Et en l'occurrence, c'est pas du tout le cas pour toi. Donc, merci pour ce témoignage. Autre chose sur le médicament que tu voudrais ajouter? Je pense que bon, il y aura, je pense, beaucoup de gens comme moi qui pourront pas l'avoir tout le temps, mais c'est vrai que c'est intéressant d'essayer, ne serait-ce que pour savoir si ça te fait du bien ou pas, et surtout de savoir si ça te fait du bien, quand est-ce que ça fait du bien. Ouais, finalement, c'est un outil de plus à explorer avec modération, dans le sens où c'est pas une fin en soi de prendre le médoc, mais c'est vraiment un outil de connaissance de soi, quoi. C'est-à-dire, Exactement. ok, d'accord, super. Bah, merci, c'est un super conseil pour nos auditeurs. Une dernière question avant le mot de la fin, c'est en quoi tu considères aujourd'hui que ton TDAH, c'est une force? En vrai, il fait tellement partie de moi que et j'aime profondément la personne que je suis. Je me suis vraiment battue pour ça, mais je m'aime vraiment fort. Et pour moi, c'est une force, entre autres, de me dire que malgré le fait que j'arrive pas à retenir les visages, malgré le fait que je suis capable de perdre mes clés dans un sac qui fait 3 cm, j'arrive à faire des choses incroyables. J'ai dû refaire mes clés, mais vraiment beaucoup trop de fois. Ça m'a coûté une fortune. Mais ça m'a permis de gérer des situations de crise. C'est plus facile pour moi de dire des choses très intimes à des gens, alors qu'on a peur de dire des choses intimes à nos propres proches. Moi, j'arrive à dire ça à des parfaits inconnus. Je suis gênée, mais je passe au-dessus. Et j'avoue que je me dis, c'est un peu comme avoir l'Alzheimer, mais version marrante. Enfin, tout le monde ne dirait pas ça. Hein. Mais je me dis, moi, contrairement à d'autres, si je peux me rappeler de ma vie, c'est juste plus difficile. Mais du coup, je me surprends moi-même. On peut me sortir la même blague, ça me fait rire. Et en même temps, j'ai pas ce truc de savoir un jour, en fait, je me rappellerai vraiment plus de rien, heureusement. Donc en même temps, je me dis, ça me permet de comprendre un petit peu des choses, les choses que j'ai vraiment besoin d'oublier parce que ça me fait mal, ou juste parce que il faut pas que ça reste dans ma tête et ça part. Mais ça me permet aussi tout d'un coup de me rappeler des choses que j'avais complètement oubliées. Au moment où c'est bon pour moi, mon cerveau va me dire, allez, rappelle-toi de ça. Enfin, je sais pas, c'est tout un truc avec la mémoire où j'apprécie. Mais en même temps, je me dis, c'est aussi une force. Ouais, je trouve pas de mots, mais je crois que je vois ce que tu veux dire dans les va-et-vient des moments de vie où t'es pas du tout concentré. Et tant mieux, parce que c'était pas si important que ça. Et puis des moments de vie qui peuvent être très intenses et qui, pour le coup, peuvent revenir comme ça et te et t'émouvoir aux larmes, quoi. Parce que Oui, c'est hyper intense et ça a été retenu dans ta mémoire. C'est ça que tu veux dire? oui, tout à fait. Ok, super. Bah merci. Un Alzheimer rigolo. On retiendra cette expression. Un petit mot de la fin, Anne-Sophie. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de témoigner sur ton TDAH? Alors ça me fait plaisir, parce que pour moi, parler, enfin témoigner, c'est important. Je sais que petite, beaucoup de choses étaient dures pour moi, mais j'ai pu, entre guillemets, survivre parce que je lisais beaucoup. Et lire, au final, moi, c'était des romans, mais au final, les romans, c'est des témoignages. C'est des gens qui expliquent un petit peu comme des pensées, des réflexions, des manières d'être qui expliquent d'autres choses. Et ça m'a
énormément aidé à comprendre l'humain, à comprendre que j'étais pas seule, à comprendre ceci et cela. Et pour moi, témoigner maintenant, c'est un peu une continuité. C'est aller dire à d'autres gens qu'ils ont un TDA ou pas, ils sont pas seuls, qu'il y a d'autres gens qui peuvent comprendre le ressenti, qu'ils sont valides, qu'ils sont valables, qu'ils sont pas seuls, tout simplement. Hashtag, 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 hashtag.